Est-ce que vous avez toujours eu à cœur de bien faire ? Vous rendez toujours un travail impeccable, quitte à y passer 3 fois plus de temps. Vous détestez faire des erreurs, même des toutes petites. Et quelque part, quand vous recevez un feedback positif, vous ressentez encore cette petite décharge intérieure, un peu comme si d'avoir un 20 sur 20. Si oui, restez avec moi, car aujourd'hui, on va parler du syndrome de la bonne élève. Un syndrome qu'on applaudit à l'école, mais qui peut être un vrai frein dans la vie adulte, surtout quand on est salarié ou entrepreneur. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis ravie en tout cas de reprendre ces épisodes de Tips. Merci beaucoup pour tous vos retours sur la série sur les multipassionnés. Vous avez beaucoup aimé, donc moi ça me fait super plaisir parce que comme je vous le disais, je ne suis pas très à l'aise en fait à faire des épisodes solo. Et d'ailleurs, je tiens à m'excuser d'avance pour ma voix. Je suis malade, comme vous pouvez l'entendre, mais je tenais à faire cet épisode parce que sinon elle n'allait pas sortir à temps, tout simplement. Parfois, les contraintes de la vie, on n'a pas le choix, quoi. C'est aussi le moment où on va décélérer la fréquence du podcast, parce qu'avec la reprise, on avait commencé à faire un épisode par semaine, hein, c'était super, vous avez tous suivi et tout, mais là on va décélérer le rythme pour pouvoir avoir une vitesse de croisière et être sereine et tranquille, parce qu'on n'est pas là pour souffrir, ma foi, vous l'aurez compris. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, franchement, a façonné une grande partie de ma vie, sans que je m'en rende compte, en fait, tout simplement. C'est le syndrome de la bonne élève. Bon, petit spoiler, je vais parler du syndrome de la bonne élève, mais ça marche aussi pour le bon élève, parce que je pense que c'est un syndrome qui n'est pas seulement fait pour les femmes. En fait, c'est une question d'éducation. Ça, c'est un sujet, quelque chose dont... ça me saoule un peu ce truc c'est un sujet d'éducation. Qui dit éducation dit aussi culturel. Donc, pour moi, il y a aussi des hommes qui... souvent sont des enfants d'immigrés ou quoi, qui ont les mêmes syndromes et en fait ne sont pas des femmes. Et donc quand on parle de syndrome de la bonne élève, c'est comme si on les excluait. Donc effectivement, je vais parler du syndrome de la bonne élève, mais ça inclut pour moi toutes les personnes qui ont ces symptômes, qu'ils soient hommes, femmes ou autres. Voilà, donc... le syndrome de la bonne élève, en fait, ce que c'est, vous savez, cette manière d'être au monde qui fait que vous voulez toujours bien faire, toujours exceller, toujours donner le meilleur de vous-même, etc. Mais parfois, ça peut nous épuiser. Et dans cet épisode, je veux vous partager en tout cas d'où ce syndrome vient, comment il se manifeste et surtout vous donner quelques tips et vous raconter aussi mon histoire par rapport à ça. Parce que oui, j'ai porté ce syndrome pendant très longtemps et je pense que je le porte encore, en vérité. Mais je vois qu'aujourd'hui que j'arrive à le déceler, à le comprendre et je sais aussi mettre des actions en place pour un peu le surpasser. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager dans cet épisode. Bon, déjà, le syndrome de la bonne élève, c'est un mécanisme de suradaptation. C'est-à-dire qu'on apprend très jeune que notre valeur dépend de notre capacité à être sage, faire ce qu'on attend de nous, à exceller, à ne pas déranger, à ne pas faire de vagues. Et ce syndrome touche beaucoup, beaucoup de femmes, bien sûr, mais aussi des hommes, parce qu'on nous a socialisés très tôt à être les gentilles filles, les responsables, celles qui savent se tenir. Et personnellement, je suis la benjamine de ma famille, mais les aînés, pour le coup, je pense que les aînés... ont beaucoup, beaucoup, beaucoup ce syndrome, à être vraiment les filles gentilles, responsables, qui ne doivent pas faire de bêtises, qui doivent plaire aux parents, qui doivent être exemplaires pour les petits frères, etc., ou les petites sœurs. Et en fait, ce syndrome, il crée un lien très fort entre performance et l'amour ou la reconnaissance. C'est-à-dire que plus on est performant, plus on pense qu'on va être aimé et plus on pense qu'on va être reconnu. Et une fois que ce syndrome-là est installé, il nous suit partout. Dans nos relations familiales, dans nos relations amicales, au travail, à l'école, bref, vraiment partout. Et c'est ça que j'ai envie de décortiquer avec vous. Bon, déjà, comment on le reconnaît ? Vous avez peut-être le syndrome de la bonne élève si vous détestez faire des erreurs. Mais genre, vraiment. Les erreurs, c'est pas un petit inconfort. C'est plutôt cette sensation d'échec personnel, comme si l'erreur disait quelque chose de vous. Comme si j'ai fait une erreur égale je suis nul. Vous pouvez relire un mail 10 fois, vous pouvez ruminer une critique pendant une semaine. Moi, je sais qu'avant, quand on me faisait
un retour négatif ou une critique, mais je le prenais mal, mais j'étais en mode, oh là là, mais la vie est finie, quoi. C'était vraiment quelque chose de très fort chez moi. Maintenant, ça a complètement changé pour le coup, ça. Donc ça, c'est la première chose, c'est que vous détestez faire des erreurs. Un deuxième signe est que vous cherchez souvent la validation extérieure. Même adulte, même compétente, même brillante, vous cherchez encore ce fameux bravo, ce regard approbateur de quelqu'un au-dessus. Il y a vraiment ce sujet aussi de l'autorité. Ce 20 sur 20 invisible. Le petit shoot, vous savez, d'endorphine quand on vous dit que vous avez bien fait. Et franchement, moi, je dois être honnête, je l'ai encore ça. Ça, pour le coup, la validation extérieure, je l'ai encore. Je l'ai encore. Je vais détailler tout à l'heure, mais je l'ai encore. Vous avez aussi le syndrome de la bonne élève si vous culpabilisez quand vous vous rendez quelque chose de juste correct. Vous faites un travail, vous n'avez pas eu le temps, vous avez pas, pour X raisons, vous rendez un truc qui est bon, ok. Vous culpabilisez, vous ruminez. Et certainement, votre correct est déjà excellent, hein, mais pour vous, ce n'est pas suffisant. Vous avez l'impression de tricher dès que vous ne donnez pas 200% de vous. Vous avez aussi peur de déranger. La bonne élève ne dérange pas, parce que la bonne élève doit être sage, doit être docile, va pas faire de vagues, donc elle va pas venir déranger les gens, voyez. Donc elle a peur de demander, peur de relancer, of course, peur d'être trop. Faut pas trop parler, faut pas trop être assertif, faut pas trop en faire. C'est juste reste à ta place, quoi. La bonne élève a aussi peur d'occuper l'espace, comme si votre présence avait toujours été ajustée, polie, maîtrisée. Voyez. Donc, si vous vous reconnaissez dans une des caractéristiques que j'ai définies, vous êtes vraiment au bon endroit parce que du coup, on va vraiment décortiquer tout ça. Alors, moi, je vais vous partager comment j'ai décelé, vécu ce syndrome de la bonne élève. Moi, j'ai grandi dans une fratrie de 4 filles. Je suis la cadette. D'ailleurs, pas la Benjamin. Alors, j'ai dit Benjamin, la cadette. Et la cadette, en fait, ça dépend des familles, mais souvent, elle suit, elle observe. Et souvent, on fait les choses un peu différemment de nos aînés, hein, ma foi. Et moi, à la maison, donc moi, mes parents sont d'origine sénégalaise. Et à la maison, en fait, il y a clairement une culture du respect, de l'obéissance, mais de l'obéissance quand même douce, dans la mesure où nous, mon père nous laissait vraiment nous exprimer, on pouvait débattre, donner notre avis, être en désaccord, il n'y avait pas trop de sujets là-dessus. Je ne me suis jamais vue comme soumise ou silencieuse, sauf que l'assertivité que j'avais était quand même bien encadrée, hein, ma foi. Fallait être correct, poli, maîtrisé, mais ça, je pense que c'est un peu normal. Et en fait, je pense que, mine de rien, moi, je l'ai intériorisé, ce truc-là, d'être poli, correct, maîtrisé. Et c'est exactement ce terrain qui a été fertile pour moi pour développer mon syndrome de la bonne élève. À l'école, clairement, moi, mes sœurs ont fait de grandes études, j'ai suivi. À l'école, moi, j'étais toujours première de la classe. Pas par compétition, mais parce que je savais exactement ce qu'on attendait de moi. Et je pense qu'il y a aussi ce sujet-là, quand on a le syndrome de la bonne élève, c'est que quand on est jeune, hypersensible, on observe beaucoup et donc on capte très vite ce que les gens attendent de nous et du coup on s'y conforme. Et moi j'excellais, je pense, dans le fait de répondre aux attentes. J'étais hyper attentive et je savais quoi faire. Et quand j'étais petite, moi je bégayais, donc ça je l'ai dit plusieurs fois, donc alléluia, on peut s'en dépatouiller, même si je bégayais toujours encore, mais c'est beaucoup moins visible. Et donc comme je bégayais quand j'étais petite, moi j'étais souvent dans ma tête. J'observais beaucoup, comme je dis tout à l'heure, j'observais énormément, je captais les énergies, les tensions, les attentes et je m'adaptais énormément pour ne pas déranger. Et ensuite est venue la prépa, la grande école, etc., la voie royale. Et le truc est parfait en fait. Moi, j'avais vraiment dessiné un chemin parfait pour une bonne élève. Et quand je suis rentrée dans le monde professionnel, c'est là où j'ai compris en fait que les règles de l'école ne sont pas les règles de l'entreprise. Et parce qu'à l'école, tu travailles bien, tu passes à la classe supérieure. En entreprise, c'est pas le cas. En fait, à l'école, si tu suis les règles, tu réussis. En entreprise, dans la vie même tout simplement, tu suis les règles, on t'oublie en fait, tout simplement. Et quand je suis devenue entrepreneur, là, j'ai vu que mes traces de syndrome de la bonne élève étaient encore là. Parce que quand on a un client qui dès qu'on fait par exemple un workshop ou quoi, et que on
Enfin, même à la fin d'une mission d'un client, on adore avoir le feedback et quand le feedback est positif, on est grave contente. Du coup, ça montre, enfin, même si je pense qu'on peut être content sans avoir ce syndrome-là, mais moi, je sais que ce qui s'active chez moi, c'est mon syndrome de la bonne élève. C'est en fait, j'ai bien travaillé, on m'a dit bravo, donc c'est OK, tu peux avancer. Et aussi, le truc, c'est qu'aussi quand, par exemple, avant, je rendais un travail qui n'était pas... où je me disais, bon, c'est OK. Bah, franchement, j'étais là, t'abuses, t'aurais pu relire, t'aurais pu retravailler cette partie, etc. Et ça me prenait vachement d'énergie, en fait. Ça épuise de faire ça. C'est vraiment épuisant. Et surtout, enfin, moi, ça, c'était mon cas personnel, mais bah, dans le bootcamp Suite Networking que je développe, je vois exactement les mêmes comportements chez les personnes que j'accompagne, hommes ou femmes. C'est vraiment ce sujet de non, mais j'ose pas relancer, je ne veux pas quémander, je ne veux pas déranger, je ne veux pas prendre trop de place si je parle trop, etc. Et ça, c'est exactement le syndrome de la bonne élève, pur et simple, quoi. C'est vraiment ça. Et le problème, en fait, de ce syndrome-là, pourquoi il est problématique? Est-ce que vous allez me dire, ok, bah super, mais en même temps, j'arrive à exceller, j'arrive à avancer, etc. Le problème, c'est que le système dans lequel on vit ne valorise pas les bons élèves. En fait, si vous êtes bon élève, vous perdez dans le jeu. Parce qu'on va dire que la vie est un jeu, ma foi. Et donc, en fait, vous perdez. Vous perdez parce que... Enfin, ça devient problématique parce que dans la vie réelle, dans le monde professionnel, ce n'est pas la conformité qui est récompensée. Le système, qu'on le veuille ou non, là je vais être assez cash, le système valorise l'assertivité, le système valorise l'audace, la visibilité, la prise de risque, la capacité à se vendre, la capacité à dire non. Et tout ce qu'on n'a pas appris en fait, tout ce qu'on n'a pas cultivé, tout ce qui est à l'encontre de sois parfaite, fais plaisir, fais bien. Donc, être bon élève fait de nous une exécutante parfaite, mais pas une leader. Pas quelqu'un qui va gagner le game, en fait. Et c'est pas votre faute, hein, ma foi. C'est pas votre faute. Ce n'est pas du tout votre faute. C'est le système qui est vraiment incohérent. C'est-à-dire qu'on nous éduque à obéir, puis on nous demande d'être audacieuse. Voilà. Et ça, c'est vraiment le gros sujet du syndrome de la bonne élève, c'est que il faut en prendre conscience, comprendre comment marche le système, et une fois qu'on a compris ça, se dire en fait, ok, je n'aime pas déranger, je n'aime pas demander, etc. Mais est-ce que ça me sert? Et surtout, d'où je l'ai pris ça? C'est l'éducation, tout simplement. Mais tout ce qu'on apprend, on peut le désapprendre. Et en fait, c'est hyper important de s'en libérer, de désapprendre, parce que sinon, on vit toute notre vie avec un frein à main. Et moi, je trouve que c'est le pire truc, en tout cas personnellement, quand j'ai voulu traverser, et je le traverse encore, hein, ce cheminement de me dépatouiller du syndrome de la bonne élève, c'est qu'en fait, je me rendais compte que je vivais ma vie à haute tiède. Vous savez, le truc, vous sentez, vous avez un potentiel de dingue, mais ça avance pas. Mais vous disiez, mais demain, mon projet, demain, je vais être à 100% dessus, j'aimerais trop quitter ça pour me mettre dessus, etc. Mais en fait, il n'y a pas de sujet. C'est juste que tout ça, c'est dans votre tête, en fait. Et je ne dis pas ça pour vous blâmer. Moi-même, j'étais dedans, enfin, et je le suis encore. Moi, je sais que j'ai encore le frein à main. Pas aussi fort qu'avant, mais je l'ai quand même. Et pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, tant qu'on attend la validation des autres, qu'on a peur de décevoir, qu'on vise trop haut, trop fort, trop longtemps, qu'on s'interdit d'être humaine, qu'on s'interdit d'être visible, bah ça veut dire qu'on a notre frein à main de notre vie en fait. Et je trouve que c'est dommage. En tout cas, moi, je vois la libération, des personnes que j'accompagne dans le bootcamp, en tout cas, une fois qu'on a franchi le pas, moi aussi, mais c'était que ça. En fait, ce n'était que ça. Demander de l'aide, aller voir les autres, avancer dans ses projets, être visible, poster sur LinkedIn. Ce n'est que ça, en fait. Et en ne faisant pas ça, en ne s'en libérant pas, en fait, on s'interdit de se choisir et on finit par performer pour les autres, mais pas pour soi. Moi, je sais que quand j'ai quitté le salariat, enfin, c'était récemment. Récemment, j'ai fait une mission
un business au Maroc, à Casablanca. Et je me fais la réflexion, je me dis, purée, mais en fait, je donnais tout ça à un employeur dont je ne citerai pas le nom. Et en fait, purée, je peux le faire pour moi, en fait. C'est trop stylé. Et c'est ça, en fait, de me dire, mais si j'avais toujours le syndrome de la bonne élève, mais je serais restée dans le salariat, je prône pas, je suis pas une personne qui prône l'entrepreneuriat à tout prix, hein, pour le coup. Mais je parle de mon cas personnel. Mais je me dis, mais tout ce que j'ai pu faire pour moi, mais c'est ce que je faisais avant pour quelqu'un d'autre. Et si j'avais pas franchi ce syndrome de la bonne élève, je l'aurais jamais fait, en fait. Et ça, c'est hyper important de se le rappeler. Mais, encore une fois, comme je le dis, ce syndrome, il a des bons côtés, hein, voilà, qu'on se le dise, parce que ça nous permet d'être exigeants, d'être rigoureux, d'être fiables, de bien travailler, de se dépasser, d'être hyper engagé. Mais il faut avoir une limite, en fait. Et quand cette exigence devient toxique, c'est là où elle nous pousse à retravailler ce qui était déjà bon, à exécuter sans exister, à nous suradapter, à nous surresponsabiliser et à nous épuiser tout simplement pour être vraiment irréprochable, pardon. Et c'est à ça qu'il faut dire stop. Il faut dire stop, stop, stop. Et du coup, là, je vais vous partager en tout cas comment personnellement je m'en suis libérée. Et encore une fois, je ne suis pas totalement guérie. Voilà, c'est un travail au quotidien, c'est un muscle que j'entraîne chaque jour. Mais en tout cas, il y a 3 choses que je peux vous partager, 3 pratiques très concrètes qui ont vraiment changé ma manière d'agir, de créer et d'avancer. Et je vous promets, si vous commencez à les appliquer, même timidement, vous allez vraiment sentir la différence et je vous le souhaite sincèrement. Alors, d'abord, c'est le fait de chercher la validation intérieure avant la validation extérieure. Moi, pendant longtemps, j'ai laissé les autres décider si j'avais bien fait. Voilà. Un petit bravo, un mail positif, un client content, et hop, c'était comme si j'avais un petit 20 sur 20, quoi. C'est un peu mon shoot de reconnaissance. Mais le problème, c'est que ça me rendait hyper dépendante. Ça me coupait de moi-même, et aujourd'hui, j'essaye vraiment de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'avant d'envoyer quelque chose, je me demande toujours, est-ce que moi, je suis satisfaite ? Et est-ce que j'ai fait de mon mieux aujourd'hui avec l'énergie que j'avais, avec les ressources que j'avais ? Et pas ce que je faisais avant, qu'est-ce qu'ils vont penser, mais moi, qu'est-ce que je pense ? Et typiquement, l'exemple parfait, c'est ce que je fais là actuellement, le podcast. Avant, j'aurais été incapable de faire ce que je fais là aujourd'hui. De me dire, je suis là à parler, etc. Je me dis, ok, je pense que ce que j'ai à dire est important et je vais le dire. Alors qu'avant, je vais me poser 1000 questions, mais comment ça va être perçu ? Est-ce que les gens vont kiffer ? Est-ce que je vais là raconter ma vie, etc. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup changé en moi. Et pour m'aider à créer mon propre système de validation intérieure, moi, j'ai 3 critères. Et ce sont les miens. En tout cas, quand je dis les miens, je vous les partage. Je ne vais pas garder ça pour moi. Mais les miens dans le sens où ce sont les seuls qui comptent. C'est est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est aligné avec moi ? Est-ce que ça me ressemble ? Et si j'ai oui sur les 3 réponses, c'est validé. Même si ce n'est pas parfait, même si je pense que j'aurais pu mieux faire, mais ça me permet en fait de me dire, ok, toi tu as validé ce qui était bon pour toi et donc on avance. Ça, c'est là une des premières pratiques. La deuxième pratique, et qui vraiment moi m'a aidé à dépasser mon perfectionnisme, parce que syndrome de la bonne élève, derrière en fait le côté travail bien fait et tout, c'est le perfectionnisme. Moi, c'est la règle du fait vaut mieux que parfait. Et ça, c'est vraiment ma devise, que quand le syndrome revient, je me dis hey, fait vaut mieux que parfait. Je sais que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu certainement 1000 fois, mais tant que vous ne l'appliquez pas, c'est un peu, vous vous dites ouais, cool. Mais en vrai, moi vraiment, c'est devenu ma règle d'or. Parce que, en fait, même un travail qui est imparfait, s'il est rendu, ça fait avancer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le podcast que je fais là, j'aurais dû me dire mais non, je suis malade, j'attends, etc. Non, je le fais et puis on verra. Moi, pour plein de choses, quand j'ai lancé le podcast au début chaotique, j'avais pas de charte graphique, rien, j'ai lancé. Et c'est en faisant, en tout cas, que je m'améliore. Et je pense que c'est hyper important parce que il y a beaucoup de personnes qui essayent de peaufiner, que tout soit parfait avant de lancer. Et en fait, à la fin, ces personnes ne se lancent jamais. Je suis désolée.
mais souvent, on se lance jamais. Et, et en fait, ça sert à rien de peaufiner un travail à fond, etc. pour ne jamais le lancer. Bah, en fait, ça sert à personne. Ça vous sert ni à vous, ni au monde. Donc, ça sert à rien, quoi. Du coup, moi, j'utilise en tout cas la règle des 80%. C'est-à-dire que dès que je considère qu'un travail est bon à 80%, je me dis, allez, c'est bon, je shoot. Parce que réaliser les retours, c'est OK. Et ça, c'est vraiment quelque chose de difficile pour moi, de me dire, bah, il y a des choses qui ne sont pas parfaites, ou bien ça va être des trucs hyper perfectionnistes, moi, sur des photos que je vais poster, etc. Je me dis, ah, vas-y, j'aime pas trop, mais je le fais quand même. Je me dis, en fait, go, en fait, il n'y a pas mort d'homme. Je sens le moment où ça me pince le cœur. Je sens le moment où, par exemple, quand je poste un truc LinkedIn, je me dis, ah bon, je sais pas, je poste quand même, tu vois. Je me dis, it's okay, je vais pas mourir. Et c'est vrai, je ne meurs pas. Vraiment, je ne meurs pas. C'est hyper important, le 80%. Et ça vous aide vraiment à lâcher un peu prise. Et peut-être qu'au début, si vous êtes hyper perfectionniste, ça va être 90%, il n'y a aucun problème. Mais c'est juste en fait vous dire, bah, il faut y aller. Et la deuxième astuce, pardon, que j'ai pas dit, c'est le 80% bon. Et le deuxième, moi, c'est la deadline. C'est que quand je me fixe une date, bah, je rends ce jour-là. Qu'il pleuve, qu'il vente, bah là, typiquement, je suis malade, j'ai pas le choix là, je vais prendre un vol tout à l'heure. Bah, si je le fais pas là, le podcast, je le ferai pas. Donc, en fait, qu'il pleuve, qu'il vente, je vais le faire là. Et en fait, tant pis. Ma voix n'est pas suave, hein, mais c'est pas grave. On va faire avec. Vous allez faire avec. Donc, voilà. Et la troisième astuce, troisième pratique en tout cas, c'est d'avoir un espace. Et ça m'a vachement aidé. C'est d'avoir un espace qui me permet d'être vraiment imparfaite. Parce qu'en fait, on ne désapprend pas le syndrome de la bonne élève en restant dans des environnements où l'excellence est obligatoire, où il y a la perf. Ça marche pas en fait. On a besoin d'un autre terrain de jeu qui n'a rien à voir, un endroit où on peut tester, jouer, essayer, apprendre, sans enjeu, sans pression, sans notes. Et pour moi, cet espace, j'en ai pas mal. Il y a mes newsletters, si vous les lisez. Moi, c'est un espace, en tout cas, où voilà, je suis un peu plus proche de moi-même, je suis un peu moins dans la perf, etc. Et voilà, et quand je le sens pas, j'écris pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un espace, en tout cas, sur lequel je sais que je m'améliore aussi. Mais voilà, moi je fais beaucoup de coloriage pour me détendre. Je dépasse, rien n'est parfait, c'est moche à souhait. Je peins, je sais pas peindre, c'est moche. Je fais de la danse, je danse mal, mais je danse, j'y vais. C'est imparfait, mais j'aime bien. Et c'est un espace en fait où je me dis, en fait ici il n'y a pas d'objectif de perfection. L'objectif c'est juste la liberté. Je suis libre de faire ce que je veux. Et c'est ça en fait. Je pense que le syndrome de la bonne élève nous contraint à ne pas être libre parce qu'en fait on répond aux exigences des autres et en fait on n'arrive pas à être nous-mêmes. Donc moi je vous invite vraiment à créer votre espace à vous. Ça peut être un carnet d'expérimentation, un podcast, une newsletter, un blog, un projet créatif que même personne ne voit. Il n'y a pas besoin qu'on vous voit. Bref, mais en tout cas, définissez la règle qui est ici, je peux être imparfaite. Et vous verrez, ça deviendra un refuge, un laboratoire, un espace de respiration. Et plus vous pratiquez cette imperfection assumée, et plus elle s'infuse dans vos projets sérieux. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que plus vous allez avoir un espace où vous êtes libre, plus dans vos espaces sérieux, en fait, vous allez vous détendre. Et moi, ça, je le vois, parce que c'est comme ça que commence la vraie liberté. Parce qu'en fait, c'est parce que j'ai mes sas de décompression, mes sas de liberté. Le podcast en fait partie aussi de ce sas de... je ne cherche pas à être parfaite, quoi. Je suis là comme je suis, et puis fin de l'histoire. Et ça me permet, en fait, après, dans mes projets un peu... avec les clients que j'ai, entreprises, des grosses boîtes et tout, je pense que j'ai une liberté que je n'aurais pas eue si je n'avais pas eu ces espaces-là. Voilà, puis là, je parle beaucoup quand même. Donc, je vais conclure, ma foi. On va arrêter. Vous l'aurez compris, hein, le syndrome de la... Franchement, je pourrais rester des heures à parler de ça. Mais c'est un épisode de tips. Donc, tu vois, le syndrome de la bonne élève, en mode, il faut respecter les règles. Bon, comme je disais, le syndrome de la bonne élève, c'est pas
c'est pas une faiblesse, c'est un héritage qui nous a été donné par l'éducation qu'on a, etc., et qui nous donne de la force. Encore une fois, on est rigoureuse, on est fiable, on a le sens de travail bien fait, une vraie profondeur, etc. Mais comme tous les héritages, on a le droit de ne garder que ceux qui nous élèvent. Et on a le droit de dire, merci pour ça, c'était cool, mais j'en veux plus, quoi. Et la vraie liberté, ce n'est pas de devenir négligente, au contraire, la vraie liberté, c'est de devenir souveraine. C'est-à-dire de décider vous-même de votre valeur, de votre rythme, de votre qualité, de votre réussite. On est là quand même sur un podcast qui redéfinit la réussite. Donc, vous devez décider de vous-même, de votre réussite, de que veut dire réussir pour vous. Et la prochaine fois que votre petite voix vous dira « fais bien les choses, ne déçois pas », vous pourrez lui répondre tout doucement « je fais les choses à ma façon et ma façon, elle suffit ». Voilà. Je vais terminer par ces mots. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusque-là. Merci d'avoir supporté aussi ma voix. Et je vous dis à la prochaine. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à m'écrire pour me faire vos retours. Ça me fera plaisir. Et de le partager, bien sûr, à une personne à qui ça intéresserait. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite.